Bonsoir et bienvenue à la Société des Arts pour la conférence du sociologue allemand Franz Schultheis, professeur à l'université Zeppelin de Friedrichshafen. Cette conférence s'intitule Le prix de l'inestimable, le marché de l'art et ses paradoxes. Franz Schultheis a étudié la sociologie aux universités de Fribourg en Grisgau et de Nancy. Il fait son doctorat en 1986 à l'université de Constance et travaille comme chercheur au Centre de sociologie européenne Pierre Bourdieu dès 1987, tout en enseignant à l'université de Paris-Sorbonne, à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'Institut d'études politiques. Suite à son habilitation acquise auprès de Pierre Bourdieu en 1994, il accepte un poste de professeur assistant à l'Université de Genève et donne des cours en tant que professeur invité dans plusieurs pays. En 1999, il est nommé professeur à l'Université de Neuchâtel, puis 4 ans plus tard, professeur à l'Université de Genève, où il dirige le département de sociologie. En 2007, il est nommé professeur à l'Université de Saint-Gall, où il enseigne la sociologie jusqu'en 2019, pour accepter ensuite un poste de professeur senior à l'Université de Zeppelin de Friedrichshafen en Allemagne. Franz Schultheis a par ailleurs mené de nombreux projets de recherche et publié plusieurs ouvrages sur le monde de l'art. Vous pouvez adresser vos éventuelles questions au professeur au moyen du chat live. Il y répondra à la fin de sa conférence. Je suis très heureux de vous passer maintenant la parole. Bonsoir, professeur Schultheis, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Merci bien. C'est à moi de dire merci à la fois à Étienne Lachat pour cette présentation sympathique et aussi de dire merci à la Société des Arts de Genève pour l'organisation de cette soirée. Je suis content d'être avec vous, même si c'est que de façon virtuelle. Alors, comme déjà dit, je suis sociologue ayant mené de différentes recherches sur le monde de l'art. Vous voyez là 2 publications que j'ai pu faire avec un petit groupe de chercheurs, d'assistants. Et ces recherches tournaient tout d'abord autour de Art Basel, qui était au centre de nos recherches, à la fois Art Basel à Bâle, mais aussi on a fait des recherches à Miami Beach et à Hong Kong pour avoir un regard pluriel sur le monde de l'art. Et à l'intérieur de ce monde de l'art, on a essayé de faire des entretiens qualitatifs avec tous les types, toutes les catégories d'acteurs du monde de l'art. Ça va de galeristes, de l'artiste, de collectionneurs, aux curateurs, aux art consultants et aux visiteurs simples de ces événements. Il s'agissait d'avoir un regard pluriperspective sur ce qui se passe dans ce monde parce qu'il est divisé par aussi des luttes de concurrence entre de différentes visions du monde de l'art et des intérêts qui circulent. Et on voulait avoir donc un regard sur de différentes positions qui vont de pair aussi avec des différentes perspectives sur ce qui se passe. Alors, comme dit, je suis sociologue, j'aime bien l'art sans m'y connaître trop. Je ne parle pas comme expert de l'art, pas du tout. Ce n'est pas mon rôle de dire ce que c'est l'art, de définir. Ce n'est pas à moi de faire la différence entre l'art légitime et pas légitime, etc. Mais je voudrais savoir comment les acteurs du monde de l'art, de différentes catégories, définissent l'art et le rapport à l'art et les différences entre l'art légitime et pas légitime. Et je vais essayer tout à l'heure donc de parler de ces questions-là qui m'intéressent en tant que sociologue. Beaucoup de choses que je vais dire ne vont pas être très nouveaux pour vous, j'en suis convaincu. Mais peut-être en tant que sociologue, j'ai le privilège de ne pas être partie prise et partie prenante de ce monde et de pouvoir dire des choses qui ne plaisent pas toujours à tout le monde. J'ai rien à perdre là-dedans. Alors, ceci dit, ce sont mes bases empiriques. La majorité de mes connaissances du monde de l'art viennent d'entretiens qualitatifs où j'ai reçu des témoignages de différents acteurs avec leur point de vue. Et malheureusement, à la suite, dans ma présentation, je dois de temps en temps me référer à des citations, pas trop longues, j'espère,
pour faire parler les gens qui ont donné ces témoignages. Je serai obligé de les lire. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça, c'est les matériaux. Il s'agit des matériaux empiriques sans lesquels je ne pourrais pas faire cette conférence. En ce qui concerne la perspective théorique, ça a été dit par M. Lachat que j'ai fait mon apprentissage chez Pierre Bourdieu pendant presque 20 ans et ça a laissé des traces. Vous allez voir ça aussi dans la façon comment j'ai fait mes recherches et dans le discours que je vais mener moi-même, où je dois beaucoup à Bourdieu, dont j'ai d'ailleurs publié, je suis toujours en train de le faire, les œuvres en allemand. Et pendant que je faisais ces recherches empiriques, on publiait justement 3 tomes, Pierre Bourdieu, Kunst und Kultur, art et culture. Et donc, ça permettait de faire un va-et-vient entre l'approche théorique, les différentes perspectives que Bourdieu nous offre, que je voulais mettre à la fois à l'épreuve, voir si c'est encore valable 60 ans, 70 ans après que Bourdieu écrivait ses textes, en grande partie, et les mettre à jour en les confrontant avec l'art contemporain que Bourdieu, sous cette forme, n'a pas connu. Alors, c'est donc ma base et je voudrais commencer par un regard sur une catégorie d'objets dont l'art fait partie, à mon avis. On pourrait l'appeler des objets sublimes, extraordinaires, charismatiques, non quotidiens. Alors, l'idée est que dans toute société connue, il y a ce type d'objets non ordinaires portant et contribuant à une certaine aura, une aura charismatique. Ces objets sacrés, extraordinaires, charismatiques, peuvent prendre de différentes formes selon l'époque et selon la culture concernée. On connaît des objets naturels, comme par exemple le cas des coquillages dans les sociétés tribales, en Mélanésie et ailleurs. On connaît les haches de pierre cérémonielles en Nouvelle-Guinée, qui étaient aussi traitées comme des objets sacrés. On connaît ici en Europe les reliques religieuses du christianisme à l'époque du Moyen-Âge, dont on faisait aussi un commerce très très large et aussi paradoxal que le marché de l'art le présente, où on connaît aussi comme objets charismatiques les joyaux de la couronne royale, etc. Donc, l'hypothèse de départ est qu'à l'époque moderne, l'art par excellence semble appartenir à cette catégorie d'objets sublimes, à ces choses extraordinaires et sacrées. Alors, ces pouvoirs magiques des objets qui n'ont pas de valeur d'usage se présentent sous la forme d'un écart énorme entre la valeur matérielle d'un côté et la valeur marchande de l'autre, qui est tout à fait astronomique, comme vous le savez, par les médias. Il y a des objets dont la valeur, un bout de tissu avec la peinture dessus, donc une valeur économique, matérielle presque néant, est vendu pour des dizaines de millions. Ça va de nos jours jusqu'à 450 millions pour une œuvre d'art. Alors, le fait de ne pas posséder une valeur d'usage, et c'est ça la caractéristique presque principale d'une œuvre d'art, qui n'a pas de valeur d'usage, ce fait ne nuit pas à sa qualité. Au contraire, la valeur symbolique de l'achat d'un tel bien repose justement essentiellement sur la démonstration d'une dépense ostentatoire, apparemment désintéressée. Le fait de dépenser des biens économiques incroyables pour des objets sans valeur pratique, sans valeur d'usage, qui ont une pure valeur symbolique, est signe de prestige. Et on va revenir à cette question tout à l'heure. Alors, allons de pair avec ce caractère extra-quotidien, au quotidien des biens symboliques, il y a aussi une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité en ce qui concerne leur pouvoir d'enchantement. Cette fragilité vient du fait que dès qu'on les assimile, ces objets sacrés, aux catégories des choses profanes, banales, quotidiennes,
on détruit leur aura et on produit un désenchantement auprès des croyants. C'est une perte de leur charisme quand on ne prend pas des précautions pour les entourer, c'est bien symbolique, avec des règles, avec une certaine étiquette, avec des tabous. Et le monde de l'art est traversé par de telles règles pour protéger justement cet aspect spécifique de leur aura. Alors, on a affaire à un commerce de biens inestimable. Chaque œuvre d'art est singulier et incommensurable, ne peut pas être réduit à un prix comparable avec une autre œuvre. Chaque œuvre d'art contient la clé de sa compréhension en elle-même. Alors, le marché de l'art se caractérise par un commerce de biens symboliques et charismatiques dont l'aura interdit de les traiter comme des marchandises profanes. Alors, on a un marché sans marchandises, ce qui est déjà paradoxal en tant que tel. On a des objets qui circulent, on en fait commerce, on les achète, on les vend, mais ce ne sont pas des marchandises. Et les façons de les traiter doivent les démarquer à tout moment du caractère profane d'une marchandise quelconque. Donc, dans ce commerce des œuvres d'art, la seule façon légitime de faire ce que vous faites dans ce type d'échange est de faire semblant de ne pas le faire. Autre paradoxe de ce monde de l'art et de son marché. Alors, il faut se poser la question, mais c'est quoi un marché? Et regardons d'abord une définition sociologique faite par Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, qui nous parle du marché typique. Alors pour lui, le marché représente la relation de vie pratique la plus impersonnelle que les gens puissent avoir entre eux, parce qu'il est spécifiquement objectif, orienté uniquement vers l'intérêt des liens d'échange. Là où le marché est laissé à lui-même, il ne connaît aucune considération de la personne. Donc voilà un marché typique. Regardons maintenant ce qu'on nous dit sur le marché de l'art. Et je ne donne pas, moi, une définition, mais je regarde comment les gens que j'ai pu interroger nous en parlent. Alors là, il s'agit d'un collectionneur d'art de Zurich très connu qui nous dit « C'est un fait qu'aujourd'hui, l'art convoité, les blue chips surtout, donc le high-end du marché de l'art, n'est pas tout simplement vendu, mais attribué. Vous devez faire partie du système qui accorde le privilège de l'acquérir. » Alors, on n'achète pas, mais on se voit attribuer le privilège de pouvoir accéder, en payant bien sûr une somme considérable. Beaucoup d'acteurs qui nous donnent des points de vue similaires nous disent que ce n'est pas vraiment un marché où on achète, c'est plutôt une relation sociale marquée par le lien don et contre-don. C'est une relation hautement personnelle et pas du tout impersonnelle, comme dit Max Weber du marché typique. C'est un marché basé sur la confiance entre les acteurs, souvent des relations de longue durée. Il y a beaucoup de collectionneurs qui m'ont dit qu'ils travaillent avec le même galeriste depuis 30-40 ans ou avec un tout petit nombre, un groupe très restreint de galeristes, et tout en sachant qu'on paye plus cher que ce qu'on pourrait avoir compris dans une vente aux enchères, on préfère ce mode de fonctionnement. Donc, le marché de l'art est hautement personnel. Les acteurs doivent avoir une certaine crédibilité, pas seulement matérielle, économique, mais surtout sous forme de réputation, de renommée, de reconnaissance, de statut. Le même collectionneur d'art qui vient de nous dire que l'art convoité est attribué, nous dit aussi, en ce qui concerne ceux qui sont dignes d'avoir accès à l'art convoité, doivent avoir, pour acquérir des biens culturels, tout d'abord faire preuve d'avoir eux-mêmes de la culture. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, on a affaire à un monde étrange.
Et un art consultant d'Amsterdam qui nous a fait un long entretien, et ses témoignages dans un long entretien, nous dit la chose suivante, ce qu'il a vécu à plusieurs reprises. Même quelqu'un qui est extrêmement riche, qui vient ici, il veut un tableau et il est à vendre. Il s'agit d'Art Basel. Vous êtes à l'ouverture dans les 10 premières minutes, donc vous avez toutes les chances de l'obtenir. Vous allez à la galerie, vous voyez ce tableau et vous voulez l'acheter. Ils disent non, nous n'allons pas vous le vendre parce que nous ne vous connaissons pas. Pour quelqu'un qui est très riche et qui est entouré de gens qui lui disent oui et seulement oui, c'est très, très frustrant, étrange, insaisissable. Alors, pour celui qui ne connaît pas les règles de jeu, il est extrêmement difficile de s'orienter dans ce monde de l'art, qui est aussi plein de barrières, plein de seuils à franchir et plein de surprises, souvent négatives, comme on vient de voir. Alors, ceux qui sont refusés, comme on connaissait le salon des refusés à l'époque de la révolution impressionniste, il y a aussi un salon des refusés de nos jours, et c'est la vente aux enchères, des maisons de vente aux enchères. Et ceux qui n'ont pas le privilège d'accéder à Art Basel dans une galerie réputée à une œuvre d'art convoitée, doivent se rabattre sur ce deuxième marché de l'art, qui, quant à lui, est ouvert à tout le monde qui a l'argent pour y accéder. On ne compte pas sur une autre crédibilité, celui qui sait payer peut acheter. Ceux qui sont exclus achètent à la vente aux enchères, nous dit un collectionneur de Zurich, et puis ils se disputent aux enchères. Par là s'explique d'ailleurs le niveau de prix d'enchères souvent spectaculaires. Et les prix des enchères sont effectivement spectaculaires, de plus en plus spectaculaires, et selon le point de vue de pas mal d'acteurs du monde de l'art, ça dépend très largement des ventes aux enchères et de leur public, qui viennent surtout de ce qu'on appelle le new money, les nouveaux riches, et de la spéculation dans le domaine de la finance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième marché de l'art? Il est caractérisé par une illusion, comme nous disent les interlocuteurs, l'illusion de la transparence. Encore une fois, une citation longue que je dois lire. Je m'excuse pour chaque fois quand c'est nécessaire recourir à ce procédé. La transparence du processus de vente aux enchères est une chose qui a séduit les personnes qui sont assez nouvelles sur le marché de l'art. Ici, vous avez clairement une estimation publiée. C'est le prix obtenu qui est dans le dossier public. Lorsque vous enchérissez, il y a une justification du prix parce qu'il s'agit d'un appel à la concurrence et d'autres personnes enchérissent également. Voilà une psychologie sociale particulière. Ce n'est plus l'intimité personnelle, la confiance de longue durée, une certaine discrétion en ce qui concerne les ventes. On ne parle pas des prix en ce qui concerne les galeristes et les collectionneurs. Ici, on n'a pas besoin de parler des prix parce qu'ils sont clairement affichés et les prix montent parce qu'il y a des acteurs qui, dans cette concurrence entre de différentes personnes qui souvent sont aussi à la recherche d'une reconnaissance de leur père, sont d'accord d'augmenter leur mise. C'est un témoignage du directeur de Christie's à Hong Kong qui doit le savoir parce que dans le monde de l'Asie du Sud, qui est devenu un très très grand marché de l'art, les ventes aux enchères, les ventes de l'art, dominent très très largement parce que justement c'est un nouveau monde de l'art où les règles de jeu que les pays occidentaux ont développées en 150 ans d'histoire de l'art moderne, avec des institutions comme les galeries bien implantées chez nous, avec des académies d'art, etc., on ne connaissait pas. Ça veut dire on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les institutions, et alors les ventes aux enchères semblent transparentes et attirent le public. Comme j'ai pu observer moi-même à Hong Kong, où il y avait le même jour dans le même convention center, à la fois à Basel et 100 mètres plus loin, des ventes aux enchères de Christie's. Et les salles là-bas étaient pleines, et à Basel, il y avait relativement peu de monde. Alors,
On nous dit aussi, là, un galeriste autrichien, les spéculateurs viennent de la finance. Ils aiment beaucoup les ventes aux enchères. Cela fonctionne comme une sorte de bourse. D'ailleurs, cette analogie bourse et vente aux enchères reviennent très souvent. Les prix de mise sont publiés, les procédés sont maîtrisables, donc il y a beaucoup de facteurs qui rassurent le monde de la finance. Ça rassure parce qu'on ne comprend pas justement les règles de jeu, comme on a pu voir tout à l'heure, du monde de l'art classique. Alors, je fais un peu plus vite. Cette transparence nous vient du fait que tout est ouvertement affiché. Toutes les données concernant les ventes sont accessibles pour tout le monde. Il y a des plateformes comme AdPrice où les bases de données, une des plus importantes, offrent un jour après une vente aux enchères au public les chiffres exacts. Et celui qui veut plus tard acheter une œuvre d'art, il peut regarder sur AdPrice et il va trouver le prix exact que la personne qui possède actuellement cette œuvre a payé il y a 5 ans auparavant. Donc, il y a une transparence à base d'une situation d'information presque parfaite. 2 millions d'utilisateurs grâce à 27 millions d'informations sur les résultats de vente, et ça concerne 500 000 artistes dans le monde entier et 450 000 maisons de vente aux enchères. Énorme. Et ça passe par la presse, par les médias, et donc là aussi, il y a un peu cet intérêt du public parce que les prix les plus spectaculaires sont aussi comment dire, traités de façon préférentielle dans les médias. Pour ça, il faut encore rappeler, on parle ici maintenant à travers AdBase et les ventes aux enchères d'un petit monde de l'art. 95% des ventes d'œuvres d'art, selon mes interlocuteurs, se situent autour d'un prix d'à peu près 3 000 euros et pas de 150 millions ou 10 millions seulement. Ça veut dire qu'on a affaire à la pointe de l'iceberg, au monde de l'art le plus élitiste, avec les œuvres d'art les plus recherchées, les plus sublimes et les plus chères, bien sûr. Alors, pour contribuer encore à la transparence, un ex-collègue à moi, qui est acteur dans le monde de l'art, a développé une app qui permet de prendre une photo d'une œuvre d'art dont on veut savoir le prix, et automatiquement, l'app vous donne le prix de cette œuvre. Donc, ça facilite encore une fois la transparence. Cette démarche a été interdite parce qu'il se servait des données de AdPrice et d'autres plateformes et qui sont intervenues, mais c'est assez significatif qu'on aille jusque-là dans le rapport à l'art et le commerce de l'art. Alors, encore une citation, un consultant d'art de Paris nous dit « Un spéculateur, et il y a maintenant cette opposition entre deux figures sociales qui peuplent le monde social de l'art, l'opposition faite entre connaisseurs ou virtuoses, les vrais collectionneurs d'art d'un côté et les spéculateurs de l'autre. Ça revient tout le temps dans nos entretiens. On nous dit, un consultant d'art de Paris, un spéculateur aime la concurrence et acquérir un bien auquel 5 autres acheteurs sont intéressés. Cela détermine la valeur autant que la qualité de l'œuvre acquise, autant que l'œuvre en tant que telle, nous dit-il. Alors que l'amateur, le collectionneur qui a un véritable désir de créer une collection d'art, réagira en principe à l'œuvre en tant que telle, sans aucune concurrence directe. Les personnes qui vont à la recherche des ventes de trophées pour des noms dont les valeurs sont répertoriées. Ils sont ainsi rassurés, mais ils n'ont pas la démarche d'un collectionneur qui souhaite constituer une collection d'œuvres qui résistera à l'épreuve du temps, qui restera. Il s'agit avant tout d'instruments financiers. On voit qu'il y a une lutte de classe, une lutte entre deux groupes avec de différents comportements culturels, avec de différentes visions de l'art, et dont l'un essaie de respecter le mieux possible les règles de l'art, les connaisseurs, qui ne veulent pas que les œuvres d'art soient réduites
au niveau de marchandises, tandis qu'ils disent des spéculateurs et des gens de la finance, mais aussi des représentants du New Money venant des pays émergents, que justement, il s'agit de gens qui ne connaissent rien à l'art et qui traitent, donc, qui vont acheter des œuvres uniquement pour des raisons, pour un intérêt soit purement matériel, financier, ou encore pour s'acheter la réputation. Alors, on peut faire très rapidement une opposition idéale typique. Souvent, dans les entretiens, on nous a fait la distinction entre ceux qui achètent l'art avec les yeux, qui collectionnent avec les yeux, et les autres qui achètent avec les oreilles. Ils achètent ce qu'ils entendent comme valeur qui monte, ils achètent ce que des conseillers leur conseillent d'acheter, tandis que les autres réclament de savoir eux-mêmes ce qui constitue l'art selon le goût. Donc on a le monde des galeries d'art d'un côté, avec le rapport personnalisé, comme déjà dit, on a le monde des enchères. Alors, il y a d'un côté old money et de l'autre côté new money. On a d'un côté la bourgeoisie traditionnelle européenne et de l'autre côté les élites économiques des pays émergents ou encore de la finance. On a d'un côté le marché atypique des galeries avec les relations hautement personnalisées. On a le marché presque typique au monde des enchères. Il y a la relation de confiance mutuelle du côté des galeries, don et contre-don. On a une relation anonyme du côté du monde des enchères où c'est donnant-donnant. Alors, il y a des amateurs d'art d'un côté et il y a amateurs de marque, nous dit-on, dans les entretiens, du côté des enchères, où on achète des grands noms d'artistes qui ont pris l'allure de marque, qui le nom, la signature d'un artiste doté de beaucoup de capital symbolique est traité comme une marque. On a d'un côté une approche immanente d'une œuvre, la lecture du message inscrit dans l'œuvre, et une approche exogène à base de différentes informations sur la valeur marchande de cet artiste. De l'autre côté, on a, nous dit-on, la passion, l'amour de l'art pur d'un côté, de l'autre côté, un calcul économique. D'un côté, on collectionne systématiquement, de l'autre côté, on fait des achats conjoncturels. Il y a une collection incommensurable chez les collectionneurs classiques. De l'autre côté, on traite ce qu'on appelle sa collection comme un stock d'objets prometteurs où on n'hésite pas de revendre un objet dès qu'il prend de l'allure sur le marché de l'art reflété par Art Price. Choix esthétiques subjectifs d'un côté, choix basés sur les indicateurs de l'autre, sur le prix de marché indiqué dans les sites web. D'un côté, collectionner de façon durable, on ne vend pas les œuvres qu'on achète, on fait à chaque fois un achat qui vient du cœur, on ne va pas revendre ce que le cœur nous a dit, et de l'autre côté, on va revendre au bon moment dès que le prix est bon. Donc, pour revenir là-dessus, on achète avec les yeux, dont l'idéal type du collectionneur d'art qui va de pair avec le monde des galeries, et on achète avec les oreilles en ce qui concerne ce type de marché typique caractérisé par le monde des enchères. Donc, la question est, et cette question m'a été rapportée par un représentant de UBS qui a à cette époque dirigé un centre près du lac de Constance. C'était un centre de formation de UBS qui était transformé en hôtel de luxe, qui hébergeait des gens du monde de l'art voulant apprendre le métier de collectionneur, voulant apprendre ici sur place en Europe comment on constitue raisonnablement, avec goût, avec connaissance, une collection d'art. Et ce représentant de cette institution
de formation, ou on peut dire de rattrapage en ce qui concerne les règles de l'art, nous dit, nous, on leur offre what money cannot buy. Ça veut dire l'accès à des artistes, des entretiens, on fait venir des collectionneurs de classe pour leur apprendre peu à peu comment devenir un vrai collectionneur. Alors, ce qu'on ne peut pas acheter avec l'argent tout court, c'est une valeur symbolique inestimable et exclusive. Et on voit donc qu'il y a, en ce qui concerne l'art, une œuvre d'art concrète, il y a deux faces de la médaille, il y a deux sortes de capital culturel qui sont en jeu. Dans ce capital culturel la plus sublime qui est l'art, donc la mieux dotée. L'art, le capital culturel de l'art existe sous deux formes. C'est très courant en sociologie de l'art. D'un côté, il s'agit de biens culturels matériels, peinture, sculpture, etc., qu'on peut toucher, qu'on peut transporter, qu'on peut faire circuler. Et de l'autre côté, une compétence culturelle permettant de lire et de comprendre ce type de bien symbolique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande aussi un investissement de longue haleine. Il faut travailler pour gagner cette compétence culturelle. Et là, on sait que la façon la plus sûre, la plus durable, la plus fondamentale de garder cette compétence culturelle se fait à travers la socialisation familiale à partir de l'enfance ou de la jeunesse. Plus tard, pour d'autres, ça peut être le capital culturel institué dans l'école et dans les institutions académiques, etc. En tout cas, on peut dire que la simple possession matérielle d'une œuvre d'art ne suffit pas pour s'approprier sa valeur symbolique et obtenir la reconnaissance sociale de sa propre légitimité culturelle personnelle. Cette différence est faite tout le temps par ceux qui détiennent cette double cette double forme de capital culturel, par ceux qui veulent accéder sans cette virtuosité en matière de connaissance de l'art. Cette différence nous a jamais été faite et pour cause. Alors, il y a de nouveau des gens qui se disent collectionneurs parce que c'est la chose à faire, la chose sociale, pour ainsi dire, afin de pouvoir se considérer comme ayant fait cela socialement, des gens qui achètent avec leurs oreilles ce que l'on peut reconnaître sur le mur. C'est un collectionneur allemand qui est défini comme ça. Un collectionneur d'art suisse nous dit des collectionneurs peu sérieux qui achètent de l'art simplement parce que c'est un symbole de statut, qui pensent que dans le bureau, ils doivent en avoir. Là aussi, c'est de nouveau cette stigmatisation des nouveaux riches, de ceux qui rentrent dans le marché de l'art de façon illégitime, comme eux pensent, qui normalement feraient mieux de quitter le monde de l'art parce qu'ils n'ont pas la compétence et la dignité pour faire partie du monde de l'art. Alors, pour terminer cela, et après on tourne la page et on s'occupe un peu d'une autre question, comment l'art gagne sa valeur matérielle, comment elle augmente en prix et qui contribue à cela. Pour terminer encore rapidement l'image idéale typique de l'amour de l'art pur, du collectionneur passionné. Là, c'est un galeriste parisien qui nous donne cette image que je trouve très intéressante, très touchante. J'étais sensible à l'art dès mon enfance, nous dit-il. J'avais un grand-père collectionneur, mais dans le sens qu'on appelait à l'époque, d'ailleurs, on ne disait pas collectionneur, on disait amateur. Le terme collectionneur était péjoratif, comme un collectionneur de timbres, etc. L'amateur était un homme qui avait une vision, qui vivait avec ses objets et avait un point de vue, que ce soit dans ses tableaux, son mobilier, sa tapisserie, etc. Le regard sur l'art
n'était pas orienté simplement dans une discipline. Il englobait un point de vue plus large. Les beaux-arts, on va dire, c'était un amateur qui avait une belle collection, mais qui la considérait comme un style de vie. Voilà une définition de l'amour de l'art pur, de la vertu de traiter l'art pour l'art, sans réflexion économique, sans intérêt d'augmenter, de faire des profits. Bien sûr, c'est une image d'Épinal, mais par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur les personnes stigmatisées comme jouant le rôle d'imposteur qui n'aurait rien à faire dans le monde des objets sacrés, cela donne une image de contraste intéressante. Alors maintenant, on peut poser la question, si ces objets sans valeur pratique, sans valeur d'usage, pour lesquels on peut encore dire en plus que la valeur matérielle est souvent minime par rapport à la valeur marchande, alors la question est donc qui est producteur de l'œuvre d'art? D'où elle sort? Quelle est l'origine de sa valeur inestimable? Comment s'imaginer la production de tels objets extra-quotidiens qui à la fois sont traités d'un côté comme des objets à vendre et à acheter, et de l'autre côté, on dit qu'il ne s'agit pas de marchandises. D'où vient leur statut à part? Alors, je pense que pour le regard sociologique, c'est très important de s'intéresser à cette magie du monde de l'art. Alors, je lis ce court passage pour expliciter la chose. Une œuvre d'art est généralement attribuée à un seul auteur singulier, qui l'autorise avec sa signature, l'artiste au singulier. D'un point de vue sociologique, cependant, elle est produite collectivement par un grand nombre d'acteurs, qui, dans des chaînes plus ou moins longues de production, de distribution et de consécration, produisent ensemble une œuvre d'art grâce à leurs propres ressources en capital symbolique et lui offrent visibilité, attention, reconnaissance, légitimité et par là, en même temps, une valeur marchande potentiellement illimitée. Donc, l'idée d'un seul acteur de la production d'œuvres artistiques, un génie créateur au singulier, qui seul est le producteur de valeurs immenses, illimitées potentiellement, d'une œuvre, est un mythe soutenu par le monde de l'art, parce que finalement, en bonne partie, l'aura, l'attribution de pouvoir charismatique, l'enchantement nous proviennent de là. Mais en regardant de près, on doit souligner que ce n'est pas lui tout seul qui fait partie, bien sûr, il est important, il est peut-être le point de départ, mais une œuvre qui n'a pas de visibilité, pas de reconnaissance, qui n'est pas soumise à une promotion, qui n'est pas consacrée par des acteurs légitimes du monde de l'art, reste invisible et sans signification et ne verra pas le jour par rapport aux acteurs du monde de l'art. Alors, qui sont les acteurs qui participent à la production, à la circulation, à la consommation de l'art? Très rapidement, bien sûr, les artistes, mais les collectionneurs, les galeristes, les musées d'art, les académies, les biennales, les art fairs, les art advisors, aussi les art advisors des banques. Toutes les grandes banques ont des consultants d'art, art consultants, les maisons de vente aux enchères, on vient de le dire, des curateurs, des critiques d'art, des visiteurs. Eux tous, dans leur action collective, sont finalement les producteurs de l'art. Alors, on peut s'imaginer, à travers une telle métaphore, la chose de la façon suivante. Si on dit il y a une œuvre, une batterie
qui au départ n'a pas beaucoup d'énergie, qui est soumis à une chaîne de consécration que je vais décrire tout à l'heure, après cela. Et à chaque coup, à chaque étape, il y a des acteurs qui interviennent et qui apportent leur propre énergie sous forme de légitimité dans le monde de l'art, leur nom, leur réputation, leur reconnaissance et leurs compétences, et qui successivement chargent cette batterie presque vide au départ et qui lui donne toute sa force, toute son énergie, son rayonnement et son impact social. On peut s'imaginer ce processus de la façon suivante, à travers de différents processus de consécration qui sont en même temps des processus de valorisation successive d'un ou d'une artiste et de leurs œuvres. Ça commence avec l'admission à une académie d'art, haute école d'art, plus ou moins renommée. De nos jours, tous les acteurs du monde de l'art nous ont dit que finalement, de nos jours, il faut passer par là pour avoir une consécration. Les autodidactes se font rares. À l'époque, c'était tout à fait possible, mais de nos jours, il faut d'abord avoir donc un diplôme. Si possible, dans une masterclass d'un professeur, d'une professeure réputée, et il faut gagner peu à peu la visibilité, et ça commence déjà à la sortie d'une académie ou d'une haute école, au moment de l'exposition des travaux des diplômés. Il y a une nouvelle étape très importante, très difficile à franchir pour la grande majorité des artistes. Il faut se faire accepter par une galerie, plus ou moins renommée, plus ou moins présente sur le marché de l'art, qui représente cette galerie des artistes plus ou moins connus. Selon la situation dans une galerie, s'il y a des artistes qui ont déjà une grande visibilité, être accrochés à côté de leurs œuvres apporte aussi une visibilité importante et une reconnaissance plus grande. Très importante comme nouvelle étape, achat d'une œuvre par un collectionneur plus ou moins important. Ça, c'est vraiment l'acte d'anoblissement. On est dans le marché à ce moment-là et on franchit une étape très essentielle pour être sur le marché de l'art. Ensuite, exposition dans un lieu plus ou moins prestigieux, une nouvelle étape en cours de consécration qui contribue à la visibilité et à la présence de l'artiste et de ses œuvres sur le marché de l'art. Cooptation par une galerie d'envergure internationale, ça on nous le raconte tout le temps dans les entretiens. Les petites galeristes se plaignent, ils disent « Nous, on fait tout le travail de formation de nos artistes, on investit beaucoup dans des catalogues, on fait des expositions, il faut entretenir la galerie, etc. Et au moment où ça commence à bien marcher, où ces œuvres commencent à se vendre sur le marché de l'art, eh ben, ils nous quittent parce qu'une galerie plus importante, avec un plus grand rayonnement national ou international, l'achète. Ensuite, nouvelle étape encore de cette chaîne de consécration, agrandissement du cercle de collectionneurs de renommée, on devient plus recherché, on passe alors très souvent du marché primaire, où il y a la matière fraîche qui est vendue, d'un artiste via son galeriste à un collectionneur, vers le marché secondaire, où des œuvres changent de main. Ils ont déjà été vendus une fois et ils rentrent très souvent dans les maisons aux enchères ou encore dans des galeries qui ont une clientèle économiquement privilégiée. Après, chose qui nous a été rapportée à plusieurs reprises, pour la voie de la consécration successive, rentrer à Art Basel, on ne rentre pas si vite, mais rentrer dans un des salons satellites d'Art Basel est une étape essentielle. Et il y a par exemple à Bâle la liste, à Miami Beach, il y a plein de salons parallèles, satellites, et une fois qu'on a réussi à gagner une visibilité à cet endroit, on peut passer à Art Basel.
D'abord, en général, maintenant, à Art Basel Hong Kong, qui a moins de renommée et de réputation, on rentre plus facilement, pour aller ensuite, enfin, dans la consécration absolue, se trouver parmi les œuvres des artistes exposés à Art Basel. Ensuite, il y a encore comme étape de consécration le fait de se trouver avec le prix de l'œuvre affiché dans ArtNet ou ArtPrize. Et il y a encore des hit-parades d'artistes, la liste des artistes les plus cotés. En tout cas, là, on voit que cette chaîne de consécration passe par de différentes étapes hiérarchisées. Et plus on grimpe dans cette échelle, plus on s'approche du sommet des blue chips, où on paye des sommes prestigieuses pour des œuvres d'art, et où les artistes ont le plus de réputation. Parallèlement à cela, c'est la question des prix. Comment on fait un prix pour une œuvre inestimable? C'est un grand mystère. Et que ça se passe malgré les règles de l'art officielles, c'est tout à fait intéressant et souvent paradoxal. Pour moi-même, pour faire vite, j'ai pu suivre de différentes étapes et avoir des entretiens avec des acteurs qui me racontaient de l'intérieur du marché de l'art, comment ça fonctionne. On a reçu de différents témoignages. J'ai pu aller au moment où on présentait les travaux des jeunes diplômés à l'Académie de Düsseldorf, qui est l'académie d'art la plus réputée en Allemagne. J'ai pu traverser les salles où on trouvait des jeunes diplômés qui exposaient leurs œuvres et je posais la question à plusieurs entre eux, votre œuvre là et là m'intéresse beaucoup, est-ce que vous pouvez me dire le prix? Et la réponse était toujours non, je ne sais pas, il faut que je demande à mon professeur, et impossible de savoir, c'est comme si l'artiste lui-même n'a pas le rôle ou la légitimité ou la volonté d'afficher lui-même le prix de ce qui n'a pas de prix, de ce qui est inestimable, surtout pour lui. Et c'est beaucoup plus simple de passer par une institution intermédiaire, qui est la galerie, qui va dire le prix. Et pour l'artiste, c'est beaucoup plus gênant d'être lui-même le vendeur de ses œuvres. Après, on passe, quand on a de la chance, dans une galerie. Je l'ai déjà dit, la majorité des artistes n'y arrivent pas. J'ai pu faire pas mal d'entretiens et j'ai trouvé que pour beaucoup d'entre eux, c'est une source de souffrance incroyable de ne pas être visible, ne pas être connu. Et alors, ceux qui ont la chance de passer vont négocier le prix avec le galeriste. Et c'est le galeriste qui a le dernier mot. Ça veut dire, si un artiste, nous disent plusieurs galeristes, a des idées farfelues de ce que ses œuvres valent, et il veut demander des prix exagérés dans les yeux du galeriste, celui-ci lui dit non, à ce niveau, on ne joue pas, alors il faut chercher un autre galeriste. Donc, on fixe le prix ensemble, et en 95% des cas, je viens de citer déjà une source orale bien qualifiée, ça tourne autour de 3 000 € et pas autour de 10 millions, comme les médias nous le font croire. Donc, le vrai marché de l'art, le plus important, le plus représentatif, se situe à ce niveau-là, et c'est là que la majorité des galeristes jouent le jeu. Ensuite, dans l'usage du prix et de l'argent dans les matières de marché de l'art, principe répété par tous les interlocuteurs, il y a la règle d'un partage égalitaire des bénéfices entre artistes et galeristes. On a trouvé des exceptions où il y a 60 pour le galeriste et 40 pour l'artiste, et quand l'artiste a beaucoup de succès, les rapports de force peuvent changer, il peut avoir une part plus grande du gâteau. Ensuite, il y a de différentes règles qui s'attachent à la définition du prix de l'art, qui sont chaque fois assez intéressantes, qui ne sont pas écrits,
Et c'est uniquement grâce à des interlocuteurs qu'on peut les découvrir. Quand il y a une production d'œuvres d'art comme des sculptures qui sont souvent déléguées à des ateliers d'art, à des manufactures. Mon dernier livre tourne autour de cela, des art producers qui sont au service des art entrepreneurs. Là, la règle change, c'est en général, on nous dit 33, un tiers pour chacun, un tiers pour l'artiste, un tiers le galeriste et un tiers de ceux qui produisent de leurs mains les œuvres d'art. Ensuite, le principe de la variation du prix de l'œuvre du même artiste. Selon la taille, le prix de l'œuvre augmente. Une œuvre 2 fois plus grande qu'une autre coûte 2 fois plus. Un point, c'est tout. C'est en tout cas ce qu'on nous rapporte dans les entretiens. Et il n'y a pas de variation de prix pour les différentes œuvres d'un même artiste. Il y en a qui, dans les yeux du galeriste, sont plus réussis, qui plaisent plus, mais il faut garder pour cet artiste un même niveau de prix et pas faire une hiérarchie entre de différentes qualités. Puis, on ne fait pas un affichage de prix, ça ne se fait pas. Dans les galeries, il y a des listes qui se trouvent sur une petite table dans un coin, et il faut aller demander ces listes ou les conseils du galeriste ou de ses employés. Et à Art Basel, si vous vous promenez parmi les presque 300 galeries représentées là-bas, vous n'allez pas trouver des affichages de prix. On nous a rapporté de la part d'une des personnes de la direction d'Art Basel qu'on a essayé d'introduire une étiquette jaune pour les œuvres d'art qui coûtaient moins de 5 000 francs pour attirer des acheteurs potentiels à budget réduit, mais les galeristes n'ont pas voulu accepter cette pratique. Donc, ça ne se fait pas, on n'affiche pas les prix. Et les prix d'une œuvre d'art, qui est inestimable, d'un côté, cette œuvre, il n'est pas négociable. On ne peut pas discuter autour du prix, ça ne se fait pas. Et il n'y a pas de rabais. Si je dis j'achète 3, eh ben, on ne me fait pas des faveurs. Le prix est fixe, ne se discute pas. Alors, il y a quand même, pour le même artiste, une augmentation successive du prix selon les signes de succès. S'il y a des critiques d'art qui en parlent, s'il y a des expositions, et il y a un catalogue qui a du succès, il y a plus de collectionneurs qui sont à la recherche de ces œuvres, effectivement, le prix augmente. Là, c'est le principe des marchés. Il n'y a pas de baisse de prix en cas d'échec aux enchères. Très important, si une œuvre passe au marché secondaire, rentre dans une maison de vente aux enchères et est proposée pour un certain prix, mais il n'y a pas d'acheteur qui veut mettre ce prix, très souvent, nous disent les interlocuteurs, les galeristes ou les propriétaires surtout, qui achètent eux-mêmes l'œuvre qu'ils voulaient mettre en vente, parce que le fait qu'une œuvre ne se vende pas au prix affiché mène à une perte de valeur potentielle, valeur marchande potentielle. Si le galeriste a encore une douzaine d'autres œuvres du même artiste et on a vu que l'œuvre ne se vend pas, ça a des répercussions pour tout le reste. Il y a inflation. Hein, l'artiste et sa valeur marchande est en baisse. Et finalement, on nous dit dans les entretiens, le fait que j'ai pu passer avec ma galerie à Art Basel et les artistes représentés m'ont permis d'augmenter très considérablement le prix des œuvres. Par exemple, une galeriste mexicaine nous dit, quand je suis arrivé à Bâle avec mes artistes, on m'a dit que je devrais demander au moins 6 fois plus par œuvre pour être adéquate par rapport au prix des autres. Et en même temps, elle dit, impossible, si je retourne au Mexique, je ne peux pas garder ce niveau de prix
parce que plus personne là-bas peut se permettre d'acheter mon art. Alors, on a vu donc cette chaîne, d'un côté, la chaîne de consécration, de valeur symbolique d'un artiste et de son art, et de l'autre côté, maintenant, la chaîne de définition successive des prix de l'inestimable. Alors, très rapidement, pour terminer, je ne suis pas tout à fait sûr si je suis dans les temps, mais je crois que j'ai encore 5 à 10 minutes. On a été interrompu au départ. Je voudrais quand même encore parler d'Art Basel, qui pour moi est un lieu privilégié pour l'observation ethnographique du monde de l'art, pour plusieurs raisons. D'un côté, c'est une concentration incroyable du monde de l'art, à la fois temporelle. En 5 jours, on trouve une masse d'œuvres, une masse d'artistes représentés, une masse de représentants du monde de l'art, le plus en vue, et en même temps, Art Basel a une réputation, une renommée, donc un capital symbolique considérable, comme disent les sociologues, qui en font un objet d'intérêt de recherche particulier. On qualifie Art Basel de jeu olympique du marché de l'art. C'était la Times, New York Times, qui l'appelait ainsi. Et on en parle aussi en tant que reine des salons de l'art. Art Basel est considérée depuis maintenant 50 ans dans le monde entier comme la meilleure et la plus importante art fair. Chaque année, en juin, ce salon a lieu. En 2013, là où on faisait nos recherches, il y avait 285 galeries de 34 pays qui ont présenté 4000 artistes sur une surface de 30 mètres carrés. 92 000 visiteurs sont venus, surtout des collectionneurs importants, des représentants de 70 musées et de nombreux artistes du monde entier. Donc, une concentration incroyable. On peut parler d'un verre grossissant pour le monde de l'art le plus élitiste, le plus légitime. Alors, il y a une chose qui nous a intéressés particulièrement, le pouvoir concentré du capital de consécration de l'art légitime réuni à Art Basel dans les 3 lieux. Principalement, c'est reconnu généralement à Art Basel, le plus important. Alors, il y a un effet de consécration tout particulier qui vient de l'exclusivité de cet événement. Il y a l'exclusivité des participants, des collectionneurs VIP, des galeries de choix, conservateurs de musées, conseillers en art, etc., à ces Olympiades de l'art, qui met tout le reste du commerce de l'art normal à l'écart et permet de générer une concentration de valeurs symboliques et une monopolisation de la représentation collective de l'art légitime, hors du commun. En même temps, les participants à cet événement exclusif y trouvent aussi un théâtre pour leur autocélébration en tant qu'élite globale distinguée, légitimée par l'excellence et l'aura de l'art qui les réunit. Alors, comment produire un tel capital de consécration, une telle légitimité, un tel pouvoir sur le marché de l'art qu'Art Basel a effectivement, selon tous les interlocuteurs, pu acquérir dans ses 50 ans d'existence. Et on va finir avec cette idée, la construction sociale de l'excellence dans le haut lieu du marché de l'art. Comment font-ils? Alors, il y a une logique de sélection ou de sélectivité sociale et culturelle très pointue qui caractérise la stratégie d'Art Basel. Et on a pu rencontrer cette stratégie à travers des entretiens qu'on a pu mener avec tous les membres de la direction, qui nous ont parlé très ouvertement de leur conception du marché Art Basel. Il y a d'abord la sélection des galeries qui sont acceptées. Sur 1000 candidatures, on va choisir 285 à 300 galeries qui effectivement sont admises. Il y a une jury d'experts, 6-7 personnes, qui sont eux-mêmes des galeristes très reconnus, qui vont choisir la galerie, les galeries
avec leurs artistes et les œuvres d'art à présenter. C'est-à-dire chaque galerie doit exactement dire ce qu'elle va amener en cas d'acceptation de sa candidature. Alors, jusqu'au détail des œuvres à présenter. Chaque galerie qui fait la candidature pour Art Basel doit d'abord payer quelques milliers d'euros pour déjà rentrer dans le jeu sans savoir si elle va gagner. Et une fois sélectionnée, on a un privilège ambivalent de devoir payer pour un espace de 100 mètres carrés 100 000 francs pour la durée de 5 jours. Et, bien sûr, la participation à Art Basel va de pair avec des frais économiques considérables. Il faut faire venir les œuvres d'art des États-Unis, de l'Australie, d'autres lieux du monde. Ça coûte extrêmement cher. Il faut payer l'hôtel qui, à ce moment où les hôtels à Bâle ont des prix exorbitants. Il faut inviter ces collectionneurs et d'autres personnes qui font partie du réseau d'une galerie à des repas très, très chers. Ça veut dire que c'est un investissement tout à fait énorme. Mais, selon nos entretiens, c'est un investissement qui paye, qui est rentable. Parce que les galeristes interrogés, on a fait un sondage auprès de 200 parmi les 285 qui nous ont répondu, ils font plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les art fairs. Et souvent, ce n'est pas seulement Art Basel, mais ils vont encore à FIAC à Paris ou à Art Cologne. En tout cas, Art Basel est pour eux le marché le plus important pour les chiffres d'affaires de l'année. Donc, on a dans une première étape une sélection très précise, très stratégique de l'offre. Hein. Et on parle de la part de la direction d'Art Basel, comme aussi des autres personnes interrogées, de la qualité la plus élevée qu'on puisse avoir. Le mot qualité est récurrent, il revient tout le temps dans les discours de tous les acteurs rencontrés. Art Basel est le haut lieu de la qualité du monde de l'art. Mais la sélection ne s'arrête pas là. Il y a aussi une logique de classification des visiteurs. Et on a créé 4 groupes d'admission. Il y a VIP First Choice, VIP Premium, VIP Special, Special VIP et le public qui vient en dernier. À VIP First Choice, on réserve la première journée. Ensuite, il y a Premium. Après, il y a Special VIP. Et tout à la fin, il y a le public, les gens ordinaires comme vous et moi, qui peuvent rentrer dans Art Basel en payant quand même un prix considérable, un prix d'entrée. C'est clair que First Choice va avoir les plus grandes chances d'avoir accès à des œuvres recherchées. Et une fois qu'ils ont parti, eux, avec les affaires les plus intéressantes déjà faites, il y a les autres qui arrivent pour rechercher le reste. Alors, comment on constitue une catégorie VIP de cette sorte? Alors, on nous a expliqué en long et en large, j'ai un long extrait de l'entretien, mais je ne vais pas vous le lire. La direction d'Art Basel, le directeur lui-même, nous explique que c'est nécessaire d'avoir un sentiment pour ce que VIP veut dire. VIP, donc des gens très importants du monde de l'art. Chaque galeriste doit présenter une liste, les galeristes admis, des personnes qu'ils aimeraient amener de leur entourage. Cette liste va de pair avec un questionnaire à remplir par le candidat qui aimerait postuler pour First Choice, Premium ou Special VIP. Il doit donner des données exactes sur sa collection depuis les collectionneurs, de combien d'œuvres il achète par an en moyenne, quel lien il entretient avec d'autres personnes du monde de l'art, etc. Et à Basel, la direction va ensuite analyser ces données. Chaque année, c'est à renouveler. Ça veut dire si je suis admis en 2020, c'est pas dit qu'avec les mêmes données, je rentre de nouveau
2021. Et on va donc créer une élite en 3 temps, 3 groupes VIP, clairement séparés du public. Et il s'agit d'une élite du monde de l'art, à la fois construite par les mécanismes de sélectivité sociale de Art Basel et en même temps visible pour le reste du monde de l'art comme ceux qui ont la plus grande légitimité, la plus grande qualité en tant que représentants des affaires de l'art, du métier de galeriste ou de l'activité du collectionneur. Et on se trouve donc à la fin dans des réseaux de capital social réuni tout à fait intéressants. Et les personnes interrogées nous disent que c'est là que les choses les plus intéressantes se passent. On est entre soi, on a affaire avec des gens du même niveau social et culturel. Les informations sur ce qui se passe dans le monde de l'art circulent. On crée des liens sociaux entre collectionneurs et galeristes et curateurs et directeurs de musées d'art. Et ça devient une sorte de plaque tournante pour la création d'un quasi-monopole de définition légitime de ce que l'art, à un moment historique donné, veut dire. Le public, quant à lui, représente aussi une certaine élite. On a fait un sondage auprès des visiteurs et on a pu trouver que 95% des gens qui vont visiter à Basel détiennent un diplôme supérieur. C'est la spécificité du monde de l'art. D'un côté, on prétend à l'universalité de l'art. L'art est là pour tout le monde. L'humanité se reflète dans l'art. C'est universel. Et de l'autre côté, l'accès à l'art, pas seulement parce qu'il y a ces groupes de VIP, mais aussi parce que le public se distingue de la majorité de la population. En général, on a affaire avec des gens qui détiennent un capital culturel élevé. Dans le cas des VIP, il y a aussi, bien sûr, la nécessité d'être doté d'un capital économique. Les premiers consomment l'art en l'achetant avec l'argent, le public doté de diplômes et de capital culturel, de l'amour de l'art aussi, consomme avec les yeux. Voilà donc quelques aspects de notre ethnographie du monde de l'art. Je continue pour terminer avec une dernière sheet. Vous voyez, je vous remercie de votre attention et répondrai volontiers à vos questions que vous pouvez envoyer via un chat. On va attendre 2-3 minutes pour vous laisser le temps de poser vos questions. Encore une fois, merci de votre attention. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à vous remercier, professeur, pour cette passionnante conférence. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver l'année prochaine, le 14 janvier, pour le vernissage de l'exposition de Matthias Pfundt à la salle Cronier à 18 h et le concert de l'ensemble Balata à la salle des Abeilles à 20 h. Vous trouverez tous les détails sur notre site internet www.sociétédesarts.ch. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente soirée. Au revoir.